Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce numéro hors série de Dimanche en politique. Cette semaine, on va laisser de côté un peu l'actualité politique et on va s'intéresser à une page de notre histoire. En effet, il y a tout juste 50 ans, une révolte étudiante mettait à l'arrêt la France et notre région. Mai 68, pour certains, une parenthèse enchantée, la promesse d'une nouvelle société. Pour d'autres, un joyeux carnaval, voire même la chienlit. Alors dans quelques instants, deux écrivains bretons, acteurs et témoins de l'époque viendront nous raconter leurs souvenirs et ils nous diront quelles leçons il faut retenir de ce printemps si particulier. Avant cela, en images, en quelques dates et en musique, replongeons-nous dans l'ambiance de l'époque. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau au royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Sochaux ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau, et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades. Son chant de folie était beau et fou, les enfants de Rimbaud au royaume de France. Et vous aurez reconnu la belle voix de l'artiste breton Jean-Michel Karadec qui avait consacré une chanson aux événements de mai 68. Laissez-moi vous présenter nos deux invités, faut-il encore les présenter? Ils incarnent à eux seuls les deux rives de la Bretagne. Côté Morbihan, Irène Frein, bonjour, merci d'être avec nous. Écrivain, journaliste, romancière prolifique. Et vous sortez La fille à histoire, publiée aux éditions du Seuil. C'est la suite de Sortie de rien, hein, où vous évoquiez l'histoire de votre père. Là, vous parlez de vos rapports un peu compliqués. Avec une mère non aimante qui finalement était ma chance parce que c'est à elle que je dois décrire. Et on vous invitait parce que vous avez aussi écrit cet entretien, vous êtes aussi interrogé dans Femmes et filles de mai 68, publié aux éditions de Lerne qui paraît dans les prochains jours. Entretien où vous comparez mai 68 à la maison des possibles. Vous allez nous expliquer tout cela. Et puis côté Côte d'Armor, nous avons le grand plaisir de recevoir Hervé Hamon. Merci d'être avec nous, écrivain, éditeur, cinéaste. Avec Patrick Rodman, vous êtes l'auteur de grandes enquêtes sur notre société. Vous avez radiographié les médecins, les profs, les grands patrons. Et justement, 10 ans après le roman feuilleton Demandons l'impossible, vous publiez L'Esprit de mai, retour sur un cinquantenaire aux éditions de l'Observatoire. On va commencer cette émission avec un petit exercice. Je vais vous demander de commenter deux photos qu'on a choisies pour vous. On va commencer avec vous, Irène Frein. C'est cette photo qui illustre justement l'entretien au Cahier de Lerne. On sent beaucoup d'insouciance, là. C'est une photo qui a été prise au moment des événements. Un peu après, c'est-à-dire que c'est la joie. C'est quand même la joie parce que après mai, on a senti que quelque chose s'était complètement fracturé et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et c'était la libération des entraves par rapport aux normes sociales qu'avaient définies les parents. Elles étaient très prégnantes dans la Bretagne Vous aviez 18 ans à l'époque, là, hein. Vous étiez étudiante à Hippocagne. Voilà, j'ai 18 ans. Au lycée Chateaubriand à Rennes. Et c'est la découverte de l'amour, du corps libre et une forme de côté radieux sous le soleil de Bretagne. Hein, vous reconnaissez la plage du Perello qui n'est pas loin de Lorient. Et je crois que pour les jeunes filles, ça a été absolument fantastique de dire voilà, j'ai un corps, j'en suis maîtresse, j'en fais ce que je veux et j'aime qui je veux. Et en fait, moi, j'aimais quelqu'un qui n'était pas du tout de ma classe sociale. Pour François, avec qui je vis toujours, c'était la même chose. Et c'était cette joie-là de pouvoir vraiment continuer à briser les barrières. Hervé Hamon, pas de photo de vous de l'époque, qu'on a préparé l'émission. Justine m'a dit, il n'y avait pas de selfie, il n'y avait pas de Mais voilà, je suis désolé, je ne suis pas trop archiviste. On a choisi une photo pour vous, la photo d'un de vos professeurs à l'époque, l'éminent médecin et philosophe Georges Canguilhem. En mai 68, vous avez 22 ans, vous préparez l'agrégation et vous allez
on va dire, commettre un acte de rébellion. Le jour de la grève, vous rendez copie blanche à ce maître de la philosophie. Oui, je vais passer la grève le 6 mai 68. J'étais à la Sorbonne cette année-là. Et ce professeur, M. Canguilhem, c'était vraiment celui qu'on estimait le plus, enfin, pour qui on avait un respect infini. Parce qu'il avait été un grand résistant, et aussi parce qu'il nous enseignait la philosophie des sciences, pas comme un déroulement, mais comme une aventure. C'était un merveilleux professeur. Et l'idée qu'en 68, on a massacré nos profs, etc., pas du tout. Tout n'était pas jeté en 68. Dès qu'un professeur se défonçait, faisait un travail, comme le faisait Canguilhem, comme le faisait Jean Kelevitch, non seulement les amphithéâtres étaient pleins, mais il fallait qu'ils recommencent leurs cours. Et évidemment, à côté, il y en a beaucoup qui ne faisaient rien. Et là, disons qu'on hurlait un peu plus. Alors, on va rappeler justement le contexte de l'époque, notamment dans notre région. On va écouter l'historien Christian Boujard, qui vient justement de publier un livre, Les années 68 en Bretagne. Il nous explique pourquoi la région, Bretagne, notre région, ne pouvait pas rester hermétique aux événements de mai 68. On l'écoute. Sur ce fond de transformation économique et sociale rapide, une certaine inquiétude se fait jour parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes Bretons sont contraints à l'exil, si je puis dire, pour chercher du travail. Alors, soit au départ dans les villes bretonnes, donc ça fonctionne assez bien, mais surtout dans d'autres régions françaises, en région parisienne. Et il y a cette peur du chômage, déjà, qui se fait sentir au tournant des années 66, 67, 68. Et c'est cela qui donne l'impression aux gens de l'époque que la Bretagne a été sacrifiée au sein de ce qu'on appellera les 30 glorieuses, de cette grande croissance des années 60-70. Cette insatisfaction fait que la contestation gagne différents secteurs de la société dans cette région. Les agriculteurs, parce qu'il y a une baisse des prix ou une augmentation des prix agricoles qui ne leur paraît pas suffisante, d'où des manifestations violentes dès 1967, à Redon d'abord et surtout à Quimper, où là il y aura près de 400 blessés même, où les agriculteurs viennent, je dirais, armés de gourdins pour en découdre avec les forces de l'ordre. Il y a aussi des grèves ouvrières ou des mouvements ouvriers dans des zones qui sont en difficulté économique. Bon, je pense à Fougères, je pense à Redon. Et par exemple, le 26 janvier 1968, il y a une journée ville morte à Fougères et un certain nombre de jeunes ouvriers qui n'acceptent plus, je dirais, la discipline d'entreprise, la caporalisation qui est très très forte et qui contestent aussi d'une certaine façon déjà l'encadrement syndical, débordent les syndicats et vont en contact avec la police. Donc tout ça crée un climat, avant même mai 68, qui montre que la région, sans exagérer les choses, mais est déjà en ébullition. Une région déjà en ébullition. Irène Frein, vous qui vivez à l'époque en Bretagne, est-ce qu'on sent le poids d'une société conservatrice à cette époque déjà ? Ah oui, c'était vraiment très net. Je suis très sensible dans ce que dit cet historien avec ce poids aussi de l'émigration nécessaire. L'idée, c'était partir, on étouffait. Et aussi la sensation que il n'y avait pas de choses qui étaient enthousiasmantes aussi, parce que la jeunesse a besoin d'enthousiasme. Alors, moi, j'étais en Hippocagne, j'étais brillante. On m'avait expédié en Hippocagne à Rennes sans que je sache d'ailleurs ce que c'était. J'étais extrêmement ignorante. On m'avait dit normal sup, j'avais pensé que c'était je rentrerais facilement, comme c'était une sorte de super école normale d'instituteur. Enfin, je ne savais rien. Et puis j'arrive à Rennes, et là, en fait,
j'étais passionnée parce que j'apprenais auprès de mes professeurs. Donc, honnêtement, j'ai rien vu venir. Mais je crois que tous ceux qui vivaient dans l'époque Cagne et qui m'ont connue à l'époque voyaient quelqu'un qui avait envie de repousser les règles, les murs. J'étais extrêmement pétulante et Déjà en rébellion, en pré-rébellion. En pré-rébellion, oui. Hervé Hamon, en Bretagne comme partout en France, c'est peut-être l'éditorialiste du Monde, Pierre Viançon-Pontet, qui résume de manière prophétique la situation en mars 1968, quand la France s'ennuie. Pourtant, il y avait eu la France des yéyés, les 30 Glorieuses explosaient, on sentait une sorte de confort matériel, économique. La France s'ennuyait ? Oui, oui, c'était une France atone et déprimée. On parle toujours des 30 Glorieuses comme d'une période insouciante. On parle, en gros, de notre génération comme de gens qui n'avaient pas de soucis à se faire. Mais en fait, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que nous sommes une génération, nous sommes les enfants de la guerre. Nous avons grandi pendant les guerres coloniales. Lorsque 68 explose, il faut imaginer ce que c'est que l'Europe. L'Espagne est en dictature, le Portugal est en dictature, la Grèce est en dictature, le rideau de fer sépare complètement l'Europe. Et le monde lui-même est terriblement dévasté, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il faut penser bien sûr à la guerre du Vietnam, à ce qui est en Indonésie, etc. Nous vivons dans un monde tragique. Et du point de vue social, ça commence à râler parce que justement les 30 Glorieuses, on est sur la fin, c'est ce que disait très bien Monsieur Boujard à l'instant. Et l'exode rural est fort. Il y a du boulot, mais ce sont des boulots de merde. C'est-à-dire que vraiment, les jeunes paysans qui s'en vont travailler à Flins ou chez Renault Flins, etc., ils font des boulots répétitifs, inintéressants. La France est extraordinairement frustrée. Imaginez qu'en 1965, une femme, pour ouvrir un compte en banque, a besoin de l'autorisation de son mari. Ça résume tout. Une chape de plomb. C'est ça qui et puis démographiquement, la jeunesse est très représentée parce qu'il y a eu un baby boom énorme depuis 1945 et c'est arrêté, je crois, en 61, 62. Donc il y a énormément de jeunes qui arrivent dans les universités. On vient de construire la fac ici à Rennes de Villejean. Enfin, je m'en souviens très bien. L'autre, la fac des sciences du côté des Gailleuls. Enfin, on construit tous ces jeunes. Et puis il y a une figure, la figure de Gaulle. Et moi, je me souviens très bien l'avoir regardé à la télévision avec ma mère quand on avait lancé le Redoutable. Et il tremblait. Et pour nous, c'était une espèce de figure de vieux. Mais on disait à l'époque super. Enfin, on disait pas super, on disait de croulant. Mais il était super croulant. Donc, dans la tête d'un jeune, c'est bon. Ça commençait à bien faire aussi, mais un coup de balai. C'était pas dit. Si je peux c'était inconscient. Rapidement. C'est que les étudiants que nous étions aussi d'un genre nouveau. C'est-à-dire que traditionnellement, les étudiants en droit, les étudiants en médecine, etc., c'était des fils de bourgeois. Mais arrivaient en lettres, en sciences, des gens comme moi j'ai gagné ma vie pendant mes études. Et arrivait une nouvelle population qui était hissée par ses parents jusqu'à la Sorbonne où il n'aurait jamais dû être. Alors justement, la Sorbonne, c'est l'éruption des forces de police au sein de la Sorbonne qui va mettre le feu aux poudres début mai, qui va déclencher les fameux événements. Vous avez laissé de côté l'agression et vous êtes immergé rapidement dans ce mouvement de contestation. Vous l'avez vécu de l'intérieur. Vous appelez ça un joyeux bordel ? Oui, évidemment, c'est le bordel. Et on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est-à-dire que les manifs avant 68 étaient d'abord un peu maigrichonnes, et puis des manifs où on se faisait taper dessus par les flics, et après on rentrait à la maison. Et là, d'un seul coup, les flics reculent, nous on est nombreux, de plus en plus nombreux, et on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Rien n'est prémédité. La dizaine d'enragés dont parle le gouvernement à ce moment-là, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'on scande le mot d'ordre. On ne sait pas. Vous ne savez pas où vous allez. Alors, il y a toute cette ronde des slogans qui sont rentrés dans l'histoire. Alors ça c'est... Oui, je décrète l'état de bonheur permanent. Enragez-vous, la liberté d'autrui étant la mienne à l'infini. Votre préféré, vous, c'est « Ne me libère pas, je m'en charge ». C'est ce qui résume votre mai 68 ? Oui, tout à fait, parce que c'est un moment où on prend ses affaires en main. C'est-à-dire il n'y a pas de parti,
il n'y a pas de grande force, ni parti, ni église, ni armée, ni machin, qui va s'occuper de nous et de dire ce que nous avons à dire. L'idée, il est interdit d'interdire, ça ne veut absolument pas dire que tout est permis. C'est une interprétation complètement à côté de la plaque. C'est l'idée, il est interdit d'interdire de parler de quoi que ce soit et de mettre quoi que ce soit à l'ordre du jour. Si on veut parler d'homosexualité, on va parler d'homosexualité. Si on veut parler de la famille, on va parler de la famille. Si on veut parler des petits chefs, on va parler des petits chefs. Il est interdit d'interdire de nous faire notre programme. Et donc, on improvise. On est dans l'improvisation générale. Irène Frein, le début de mai 68, c'est une histoire de Parisien, non, au début? Parce que vous, en province, oui, on regarde ça un peu de manière extérieure. Ici, à Rennes, ça ne bouge pas, à tel point que c'est notre professeur d'histoire, M. Hortin, qui a joué un grand rôle d'ailleurs dans la municipalité de Rennes par la suite, qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Allez dans la rue, c'est votre place. » Et qui nous Donc c'est votre prof qui vous secoue. Oui, qui nous dit de descendre. Il nous dit, mais c'est des crétins, vous ne voyez pas que l'histoire est là. Qu'est-ce que c'est que votre affaire de préparer aux examens? Votre place n'est pas là. Et en un cours d'histoire, il nous fait comprendre qui se passe quelque chose, qu'effectivement, comme l'a dit Hervé, on ne sait pas où ça va, mais que notre rôle de la jeunesse est dans la rue. Et vous montez à Paris en 4L avec votre fiancé. Alors, d'abord, on descend dans les rues de Rennes, et avec mon François, à un moment où on essaie de réunir assez d'essence, et ça a été très compliqué, pour aller à Paris. Et donc, celui qui va devenir mon mari est le délégué. Elle va à Paris avec le titre de délégué par l'Hippocane de Rennes auprès des camarades parisiens de la Sorbonne. Et évidemment, quand il arrive à la Sorbonne, les étudiants de la Sorbonne, sans doute Hervé, le regardent avec des grands yeux, dire « Bon, ceux-là, on s'en fout un peu, mais nous, pour les gens de Rennes, on est des héros, parce qu'on est allés à la Sorbonne. » Hervé Hamon, ça a tout de suite infusé en province. Alors, c'est le côté économique, revendication économique et sociale qui a un peu infusé en Bretagne, avec cette première grève à Sud Aviation à Nantes. Après, il y a plusieurs grèves qui s'organisent en Bretagne. Il y avait un décalage quand même entre ce qui se passait à Paris et ce qui se passait en province. Il y avait un décalage dans l'information. Il faut se rappeler ce que c'était que l'information à l'époque. C'était une chaîne unique avec le ministre de l'Information qui était dans le bureau supérieur. Donc, l'information qui était donnée aux Français était évidemment une information terrible et terrorisante. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement d'abord des jeunes, ça a été un mouvement de la jeunesse, un mouvement de la jeunesse comme force, pas seulement de la jeunesse étudiante. C'est parti dans les entreprises, dans les usines, c'est parti aussi des jeunes ouvriers. Et les jeunes ouvriers, c'était pas du tout les bastions, les grands bastions recensés de la classe ouvrière traditionnelle dominée par le PC. C'était des jeunes qui disaient d'un seul coup et qui n'écoutaient pas vérité, forcément les partis et les syndicats. Et qui pas du tout. Voilà. Pas du tout. On parle du joli mois de mai. Était-il si joli? Il y a un côté obscur. Vous en parlez dans l'esprit de mai. Vous parlez notamment de la violence qui était très présente pendant... la violence était extrême. La bande à Lulu, ces fameux... C'est quoi, les pionniers des casseurs, on va dire? Non, c'était la bande à Lulu, c'était des ozos qui faisaient leur numéro à la Sorbonne. Mais c'est pas très significatif. En revanche, la violence policière et aussi la violence étudiante. Mais je dirais que la violence policière était quand même la plus forte, parce que c'était la plus équipée, la plus armée. C'était extrême. Sauf que 68, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution au sens de 1830 ou de 1848. Parce que c'est dans le fond une révolution où personne ne veut tuer et où personne ne veut mourir. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très important, parce que c'est la fin de cette idée-là de la révolution. C'est la fin de l'idée que c'est un acte guerrier. En fait, malgré les barricades, malgré les affrontements qui sont très violents, en fait, nous ne voulons pas triompher de cette manière. Et le fait le plus frappant, c'est que le 23 mai, nous défilons dans Paris, nous tenons Paris, nous passons devant le ministère des Finances au Louvre, nous passons devant le ministère de la Justice, place des Vosges, nous n'entrons pas. Nous n'entrons pas. Ce n'est pas cette révolution-là qui nous intéresse, d'une certaine façon. Mai 68, Irène Frein, c'est une révolution de mecs, non? C'est une manifestation virile, très masculine, non? Moi, je m'en suis aperçue tout de suite dans les assemblées générales qui se tenaient notamment au lycée Chateaubriand, près de la maison de la radio, de la télé, où nous sommes. Et ça m'a frappée à quel point c'était
que des garçons qui parlaient. Et quand une fille prenait la parole, très vite, on la lui retirait. Alors ça m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que quoi qu'elle puisse dire de créatif, d'inventif, et il y avait une inventivité, une créativité, c'est ça qui m'a plu, moi, et rendue extrêmement enthousiaste, joyeuse, et qui a été un élan pour toute ma vie. C'était étouffé. C'était très macho, c'était les grandes gueules, c'était nous qui possédons la théorie. Il y avait beaucoup de théories, et la théorie souvent venait étouffer la voix des filles qui, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas dire que c'est un fait de sexuel, j'en sais rien, mais qui était beaucoup plus créative. Alors, justement, sous les pavés, quel héritage? Ce sera peut-être la question de notre dernière partie d'émission. Déjà, après mai 68, il y a eu une gueule de bois un peu. Hervé Hamon, vous êtes rentré en retour au réel un peu? Gueule de bois politique, mais l'héritage principal pour moi, c'est que toute la société a été questionnée. Et justement, pour enchaîner sur ce que disait Irène, pour moi, le premier héritage de 68, c'est le mouvement des femmes. Pendant les événements de 68, je suis tout à fait d'accord, je trouve que c'était plutôt la castagne, les mecs qui la ramenaient, etc. Mais alors, dans les années 70-72, on peut dire que les filles sont revenues au premier rang. C'est-à-dire que 68, soi-disant, il est interdit d'interdire de parler, mais c'est aussi la condamnation, la criminalisation du viol. Oui. C'est l'interdiction législative, dire le violeur est un criminel et doit aller devant les tribunaux. Le mouvement des femmes, c'est vraiment le premier rapport de 68. Mais il y en a bien d'autres. Mais mai 68 a aujourd'hui aussi ses contempteurs. L'héritage mai 68 ne passe pas chez certains. Un candidat à la présidentielle en a même fait un axe de campagne. C'était en 2007, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy. Un slogan célèbre, il faut liquider mai 68. On l'écoute. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout, et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Alors Irène Frein, dans votre entretien dans les Cahiers de l'Herbe, justement, vous parlez aussi de cette théorie, le n'importe quoi-isme. C'est ça qui a aussi développé un peu mai 68. Moi, je suis devenue très rapidement professeure dans des lycées de banlieue. Oui, déjà, il fallait survivre sur les estrades des lycées de banlieue. J'ai parfaitement survécu. On a gommé l'excellence avec mai 68. Oui, je crois quand même que ce que j'ai vu, c'était quand même... Il y a eu toute une période où... au nom de tout est possible, on a fait aussi un peu n'importe quoi. Et que c'était la notion de règles, par exemple, de règles du jeu. Eh ben non, moi j'avais des collègues qui ne voulaient pas de règles du jeu avec les élèves. Quand vous devez enseigner et transmettre, il faut quand même un minimum de règles du jeu. Moi, je n'ai jamais été dans l'ordre et la discipline. Mais, et par exemple, en matière de français, par exemple, je voyais des théories les plus fumeuses en matière linguistique et on ne pouvait plus bosser. Un sondage intéressant, publié par Harris Interactive. Aujourd'hui, pour 79% des Français, mai 68 a eu des conséquences positives. Donc, il y a... Voilà. C'est parce que les Français ont compris que 68, ça a été une révolution de la société civile. Qui sont aujourd'hui les héritiers de mai 68? Ce sont ces jeunes, tous ces gens qu'on a vus par exemple il y a quelques mois dans Nuit debout. Ce sont ceux qui manifestent avec Podemos en Espagne, qui font émerger la société civile. C'est vous et moi et les gens qui passent dans la rue. C'est-à-dire il y a toute génération confondue, je crois. À partir du moment où mai 68 s'est passé, on s'est dit, on peut parler, on peut discuter, on peut échanger, c'est par la parole qu'on avance. Et c'est certainement pas en édictant des règles intangibles dans la société, en disant, moi j'ai le pouvoir et toi tu l'as pas. Mais 68, c'est la chute du mur de Berlin, en fait. C'est ça que ça annonce. Dans les têtes. Et oui, et en vrai, et dans les têtes. Oui. Et c'est au fond quelque chose qui a traversé toutes les familles, qui a introduit... Toute la société. Oui, toute la société, les médecins et les malades, les juges et les justiciables, les maîtres et les élèves, Il nous reste 30 secondes. avec tout le désordre. Il nous reste 30 secondes avant la fin de l'émission, notre petit rituel, le dessin de Loïc Schwartz. Il vous est consacré, un petit clin d'œil, regardez, on va vous voir assis sur un banc, puisque vous êtes les cinquantenaires de mai 68. On va voir le dessin apparaître tout de suite. Voilà, un rapport avec l'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a des manifs étudiants actuellement qui se développent, il y a les grèves à la SNCF. Voilà, nous, à l'époque, on demandait l'impossible et on jouissait sans entrave. Un peu de nostalgie, rapidement.
Nostalgie, non. Non. Non, Moi, mais je trouve qu'on est optimisme, oui. toujours aussi souriant. Oui, oui, Quand oui, même, tout à on est fait. pas mal pour notre âge. Et on est gai, et on a envie de vivre, et Et on a envie de continuer Ouais. à ouvrir toutes les fenêtres de la maison des possibles. On a toujours la rage. Ouais. Et est-ce ça que va. vous sentez les prémices d'un nouveau mai 68? Est-ce qu'un mai 68 aujourd'hui est encore possible? Je pense que oui, mais pas comme ça. Mmh. C'est quelque chose qui ne peut pas se répéter. Et donc, Je ne crois pas. l'équation n'est pas la même. L'équation n'est pas la même. La société civile trouvera sa façon de se mettre à jour. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont largement frustrés et ils ont envie Il y de a une poser des chose qui questions demeure, aussi fortes. En un mot. La révolte contre la société de consommation, Bien sûr. le tout C'est toujours finance et la volonté des équilibres, et notamment avec une mutation qui est l'intérêt puissant pour les équilibres Merci. de l'environnement. Merci à tous les Et deux d'avoir. l'écologie. Et l'écologie. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, retour à l'actualité politique. Nous évoquerons les 1 an d'Emmanuel Macron au pouvoir. Merci pour votre fidélité. Passez tous un bon week-end. Tout de suite, l'édition de la mi-journée.